Bonjour à tous. Bienvenue à la session dédiée au dépistage DSP. Alors, il y a un écho. Je sais pas. Donc, je vais continuer. Tout à l'heure, il n'y avait pas d'écho. Donc, bienvenue à cette au dépistage VIH que j'ai le plaisir de modérer depuis haut. Je remercie les constituants de la pratique, le professeur Katerma de m'avoir confié cette considération avec le professeur Boyd de Dakar. Alors, attendez, le second. Voilà. Donc c'est mieux comme ça. Oui, bien connecté là-dedans. Ouais. Est-ce que c'est mieux comme ça? Non. Ah. Vous m'entendez? Avec écho. There's an echo. Yes. Est-ce que c'est mieux comme ça? J'ai coupé mon son comme l'avait conseillé Delphine. Ouais. Ok, bon, l'écho est pour là, j'ai fait cela dans les premières présentations. J'ai peut-être essayé d'aller chercher des oreillettes. Ce matin, ça s'est sans souci, c'est les aléas comme on dit. Donc, je vais essayer d'être désagréable pour vous. Donc, l'accès au dépistage du VIH et des SIDA est un enjeu majeur dans l'éventail de la prévention du VIH et des SIDA. Et la prévention, le dépistage fait vraiment partie de tout cela. C'est un élément clé et crucial et qui permet notamment la mise en place d'un traitement précoce, voire le jour même des stratégies de test entry. Donc, on peut faire des dépistages que nous allons voir dans des lieux dédiés comme des dispensaires, à l'hôpital, à domicile, je pense que Stéphanie en reparlera, dans des centres communautaires, également possible. Comment faire dépister? Ah oui, écho est pour là, yes. Pour rien, pour l'instant. Comment se faire dépister? Donc des tests sanguins, des protes, des tests de biomoléculaire et ce sera l'intervention du professeur de Dakar qui nous éclairera là-dessus. Et enfin, quel sera l'impact de tout cela, bien évidemment, sur les traitements précoces. Donc, 2000 lectures dont on vient de parler, des présentations sur abstract qui yes, il y avait des oreillettes. Puis des communications abstractes. Donc, on ne va pas perdre plus parce qu'apparemment on a un souci technique et je vais mon plaisir de dire la première intervention, à savoir Delphine Raït, qui est chargée des santé sexuelle à Santé France, qui est vraiment très impliquée dans ces nouveaux diagnostics et outils du dépistage et sa présentation concernant les hommes, les relations avec les hommes. Elle avait notamment travaillé sur mémo dépistage, je pense qu'elle nous présentera les principaux travaux. Je pense qu'on peut laisser la parole, cher collègue technicien, à Delphine.
Bonjour à tous, je vais donc initier cette session sur l'accès au dépistage du VIH et des IST par une présentation sur les nouveaux moyens de dépistage chez les HSH. Cette présentation elle sera centrée autour des techniques d'autoprélèvement en vue d'un dépistage hors les murs. Cette présentation elle a été constituée suite aux travaux développés autour du projet Mémo Dépistage. C'est un projet qui a été financé par Santé publique France et par l'ANRS. Si on s'intéresse au dépistage du VIH en France, on voit qu'il est possible de le réaliser à plusieurs endroits. Il est possible de le réaliser en laboratoire, avec ou sans ordonnance. À ce moment-là, c'est un dépistage qui peut être gratuit, qui est facilement accessible et qui s'appuie sur une expertise technique. On peut aussi le réaliser dans un centre spécialisé, un CEGID, qui lui va offrir l'anonymat, la gratuité, toujours l'expertise technique et l'accompagnement médical. Mais ces centres ne vont pas forcément être accessibles par tous pour des raisons d'organisation ou d'accessibilité géographique. Il est également possible de recourir à des TROD, donc des TROD communautaires réalisés par des associations habilitées. Et ces TROD, ils vont être gratuits, ils vont être accessibles sur des lieux qui vont être fréquentés par les populations, donc là, en l'occurrence par les HSH, et ils vont permettre de bénéficier d'une expertise communautaire et de l'anonymat. Et les résultats sont rapides. Et enfin, il y a les autotests qui sont disponibles en pharmacie à un prix variable, entre 10 et 25 €, qui peuvent aussi être distribués gratuitement par certaines associations. Ils vont être accessibles géographiquement et ils vont permettre une certaine autonomie et l'anonymat. Donc, on voit que les différentes méthodes ont chacune des atouts, des avantages, mais elles ont aussi quelques désavantages, que ce soit par leur accessibilité géographique ou leur coût. Pour les IST, le choix est un petit peu moins large. On va avoir les dépistages en laboratoire, en CEGID et la solution des TROD pour les hépatites, mais pas de solution en autonomie. Donc on voit avec ces données-là que malgré toutes ces solutions, il y a des barrières psychologiques qui persistent, qui peuvent être liées à la perception du risque, à l'attente des résultats ou à l'image qui est collectivement associée à l'infection ou à la réalisation du test, et des barrières physiques et organisationnelles par la prise de rendez-vous ou les heures d'ouverture des centres ou encore la planification que cela demande de réaliser un dépistage. En France, les recommandations, c'est pour les HSH de réaliser un dépistage tous les 3 mois. Et quand on regarde en 2019, on avait 45% des HSH qui n'avaient réalisé aucun test sur les 12 derniers mois et 21% qui en avaient réalisé un seul. Et pour les IST, donc là on a des chiffres qui datent de 2017, on était à peu près un tiers de la population qui avait été testée pour chlamydia ou gonocoque dans l'année. Et nous, ce qu'on a cherché à faire à Santé publique France, c'est de trouver comment améliorer ces taux de dépistage en essayant notamment de lever les barrières physiques et organisationnelles. Et on a identifié un outil qui peut être déployé en complément de ceux qui sont cités précédemment, qui est l'autoprélèvement à domicile. En quoi est-ce que ça consiste? Le matériel de prélèvement, il est mis à disposition par courrier ou en libre service. Le patient réalise lui-même les prélèvements, il les renvoie ensuite à un laboratoire qui procède aux analyses et enfin les résultats sont rendus au patient. C'est une solution de dépistage qui a été recommandée par l'OMS, en tout cas pour chlamydia et gonocoque, qui fait l'objet de la littérature la plus riche, et qui peut multiplier jusqu'à 3 le taux de dépistage de ces IST. J'ai sélectionné quelques exemples de ces dispositifs qui s'adressent spécifiquement au HSH. Donc tout d'abord, le premier exemple, c'est un dispositif britannique qui est un service public et qui propose un auto-prélèvement pour un dépistage du VIH aux personnes de plus de 16 ans. Il réalise à peu près 25 000 tests par an ce sont des services qui ont très bien fonctionné, notamment pendant la période du confinement. En France, on a Mémo Dépistage, qui est un programme qui a été développé par Santé publique France et dans lequel j'ai été partie prenante. C'est un dispositif qui est expérimental, qui s'appuie sur des kits de dépistage qui vont permettre de dépister le VIH, la syphilis, le VHB, le VHC, chlamydia et gono sur les régions pharyngées, anales et génitales. Et il s'adressait à des HSH qui étaient séronégatifs, multipartenaires et majeurs, afin de voir si la proposition de ces kits et la mise en place d'un système de rappel au dépistage permettait d'augmenter la fréquence du dépistage dans cette population. Au total, c'est à peu près 2000 participants qui sont entrés dans le programme. Et enfin, un programme américain dont l'étude est toujours en cours, qui s'appelle PrEP at Home et qui s'adresse aux HSH des zones rurales qui souhaitent commencer la PrEP,
mais qui font face à un problème d'accessibilité géographique au service. Et là, le kit qui leur est envoyé permet de tester le VIH, la syphilis, l'hépatite B, chlamydia et gono, ainsi que des tests créatinine, et ils viennent en complément d'une consultation à distance. Que nous apprennent ces programmes? Déjà, que ce mode de dépistage il bénéficie d'une forte attractivité et d'une très bonne faisabilité chez les HSH. Dans le système anglais, on a 63% des tests qui sont réalisés, qui sont effectués par des HSH. Et dans le mode dépistage, on a vu que la combinaison du VIH et des autres IST, c'était un facteur très important pour l'adhésion et que ça traduisait un besoin qui n'était pas couvert jusque-là. Cette proposition, ça a été un vrai levier. Une de nos craintes initiales, c'était que les participants allaient choisir leur test. Et en fait, non, quand on envoie un kit complet, les participants renvoient tous les tests pour être effectués. Les kits d'autoprélèvement, on peut voir qu'ils se positionnent en complément des autres dispositifs. Déjà, ce n'est pas des dispositifs qui conviennent à tout le monde, hein. Il y a toujours des personnes qui vont plutôt préférer passer par leur médecin. Et ensuite, on peut mixer. Il peut y avoir un kit IST avec un autotest ou alors un kit d'autoprélèvement entre 2 consultations ou encore un suivi qui se fait à distance. Les kits d'autoprélèvement, de toute façon, ils ne remplaceront pas les dispositifs de dépistage déjà existants. Ils viennent en complément. Donc, les autoprélèvements, ils sont déployables pour un accès au dépistage, mais ils présentent aussi un intérêt dans le suivi de la PrEP. On l'a vu avec l'exemple de PrEP Atome, et aussi dans le suivi des personnes séropositives. On a vu dans mes dépistage que certaines ont pu participer au dispositif pour bénéficier des prélèvements IST. Enfin, le taux de positivité qu'on observe dans ces services sont équivalents à ceux des centres de santé sexuelle. On l'a constaté à la fois dans mes dépistage et dans le dispositif de dépistage britannique. Donc, ce rapide tour d'horizon, j'espère que ça vous a montré l'intérêt de ces dispositifs d'autoprélèvement. Maintenant, pour les développer et pour les intégrer dans un paysage de dépistage déjà existant, il y a quelques précautions qui sont nécessaires. Il y a des enjeux de faisabilité, d'acceptabilité, d'accessibilité et enfin de sécurité. Dans un premier temps, la faisabilité, la question principale, ça va être quoi dépister et à partir de quel prélèvement. Donc la construction de cette étape, elle doit se faire en collaboration avec le laboratoire d'analyse qui va participer au projet et qui va pouvoir orienter les possibilités. À partir des différentes contraintes et des différentes possibilités, les supports de prélèvement vont pouvoir être choisis et c'est à partir de là que va se monter le dispositif. Je vous présenterai quelques supports juste en dessous. Ensuite, la question du transport va se poser. Le transport à la fois vers le participant, est-ce que c'est un transport par la poste? Est-ce qu'on met des kits à disposition en centre ou dans un point relais? Et ensuite, le transport des prélèvements vers les laboratoires par la poste ou bien en dépôt direct au laboratoire, par exemple. Et enfin, quel guide, quelle documentation va être à mettre à disposition des participants pour s'assurer que les prélèvements sont bien réalisés. Il y a un peu de littérature à ce sujet et à Santé publique France, on a développé des supports qui peuvent être partagés si nécessaire. Je vais vous présenter quelques dispositifs pour vous montrer la diversité possible. Tout d'abord, pour les prélèvements sanguins, on est sur des prélèvements capillaires qui se font au bout du doigt. Et donc, on peut, par exemple, récolter du sang total par dépôt de gouttes de sang dans un microtube ou bien par aspiration. On a un volume équivalent à 500 ou 600 microlitres. Mais il y a aussi des dispositifs secs, dits buvards, qui sont largement utilisés dans les études épidémiologiques ou le suivi pharmacologique des patients. Et d'autres dispositifs similaires, mais qui vont permettre une séparation du sérum par migration sur le support et qui va faciliter après le travail du laboratoire. On a d'autres dispositifs qui préfèrent faciliter le travail du bénéficiaire, facilitant le travail de prélèvement et qui vont permettre d'éviter d'avoir du sang coulant, entre guillemets, qui va directement absorber au niveau de la piqûre. Tous ces dispositifs, ça nécessite un travail préanalytique qui est assez important et qui n'est pas celui de routine, donc vraiment, il ne faut pas le négliger dans le montage des projets. Pour les prélèvements urinaires, beaucoup plus classiques, il y a plusieurs possibilités, des prélèvements avec des éponges qui ne permettent pas d'avoir de liquide libre, ou des seringues, ou encore des flacons avec un remplissage contrôlé pour les personnes qui ont des difficultés de manipulation. Et enfin, il y a des prélèvements qui peuvent être salivaires ou des prélèvements locaux qui sont beaucoup plus classiques et qui vont exister avec ou sans milieu de transport. Il y a plein d'autres supports qui peuvent être disponibles. Mais la sélection, elle va vraiment dépendre du laboratoire et de la facilité d'utilisation pour les populations qui sont ciblées. L'acceptabilité. On l'a dit, chez les HSH, l'acceptabilité est particulièrement bonne. Donc 63% des échantillons britanniques qui viennent des HSH. Dans mes dépistage, on a 60% des prélèvements qui ont été envoyés, enfin des kits qui ont été envoyés
pour lesquels les prélèvements ont été retournés, ce qui est cohérent avec les études internationales. Et ces retours, ils vont dépendre un peu de la façon dont on va atteindre les bénéficiaires. Les forces identifiées et ramenées par la population HSH sur ces dispositifs, c'est l'absence de contraintes horaires ou géographiques, la possibilité d'avoir une livraison à domicile et comme ça de garder une certaine discrétion, et aussi la possibilité de réaliser plusieurs dépistages en une seule fois. Il y a quand même quelques points sur lesquels il faut être vigilant. D'abord, la perception du prélèvement. Le prélèvement sanguin, ça peut ne pas être adapté à toutes les populations, notamment sur des craintes magico-religieuses. La fiabilité de l'émetteur qui va fournir le matériel, c'est assez important et c'est en partie pour cette raison que ces dispositifs ne peuvent pas exister sans centre de santé physique. Et enfin, le retour d'informations, que ce soit sur l'envoi du kit, la bonne réception des prélèvements, ça va permettre de garder le bénéficiaire impliqué et d'accompagner l'attente des résultats. Et d'ailleurs, le délai de rendu des résultats, il doit être assez limité pour que les dispositifs présentent un vrai intérêt. La façon dont ces dépistages sont proposés va forcément impacter le profil des personnes qui vont l'utiliser. Les réseaux sociaux, les applications de rencontres, c'est de très bons canaux pour toucher les HSH. Et alors, on touchera une large population, mais on va augmenter le risque de commande de kits sans qu'il y ait de renvoi de prélèvement, puisque finalement, on présente une opportunité à quelqu'un qui n'était pas particulièrement demandeur. On peut également s'appuyer sur des centres de santé existants, soit en proposant les kits directement dans le centre ou avec des mails ou par appel. Et là, on va avoir une population qui va être assez qualifiée et le taux de retour sera beaucoup plus important. C'est un système qui peut être utilisé pour décharger une file active ou pour faire du suivi de patients qui va être géographiquement éloigné. Également, ça peut être distribué par des associations lorsqu'il n'est pas possible de réaliser des TROD ou en complément d'actions avec des TROD qui n'existent pas pour les IST, par exemple. L'avantage, ça va être de pouvoir toucher des populations particulières qui sont bien identifiées par les associations, mais du coup, le déploiement va être limité. C'est un peu la même chose pour le recrutement boule de neige ou par les pairs. Là, on va avoir une population très qualifiée, notamment dans le cadre de notification aux partenaires. Mais par contre, ça va être limité parce qu'on ne va pas pouvoir déployer un nombre infini de kits. Ça va être vraiment dépendant des personnes qui peuvent les donner. Et enfin, l'OMS mentionne la possibilité de déployer des automates de distribution, mais c'est une littérature qui est existante pour les autotests VIH, mais qui pour l'instant n'a pas été traitée sur les kits d'autoprélèvement. Le dernier point de vigilance, c'est celui de la sécurité des données. Pour que ces dispositifs fonctionnent, il faut assurer une sécurité sans faille aux bénéficiaires, que ce soit sur la confidentialité de son identité ou de ses résultats. Comment est-ce qu'on récolte les informations, à quel moment, est-ce qu'on les met avec les prélèvements ou pas. Et enfin, le rendu des résultats, comment est-ce qu'on recontacte un patient qui est inconnu ou qui est géographiquement éloigné et quel choix on a pour lui rendre ses résultats. Donc nous, dans mes mots dépistage, on avait demandé quelles étaient les préférences et on voit que c'est majoritairement des choix à distance qui ont été retenus, avec en cas de résultat négatif, en premier choix, le mail puis le SMS, et en cas de résultat positif, c'était l'appel téléphonique puis le SMS qui remportait les suffrages. Ma présentation touche à sa fin. Si je reviens sur le titre de cette présentation, les nouveaux outils de dépistage chez les HSH, il sont importants de répéter que des éléments que vous connaissez déjà certainement, mais qui gardent leur pertinence ici avec ces outils d'autoprélèvement, c'est que les nouveautés dans le dépistage de la population HSH, elles passeront par des avancées de services plutôt que par des avancées techniques. C'est l'accessibilité des offres et leur complémentarité qui va faire leur efficacité au final. La façon dont elles vont exister dans l'environnement et dans l'économie des bénéficiaires. Et pour ça, elles doivent être pensées avec des acteurs qui sont déjà existants et qui vont pouvoir identifier les synergies qui peuvent être créées. Et enfin, les objectifs de répétition, ils vont pouvoir être atteints uniquement par la fidélisation des HSH et par une offre qui est adaptée et une proposition d'une offre de dépistage qui va être complète ou en tout cas multiple et qui va constituer un levier assez important. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis ravie de répondre aux questions que vous aurez. Et vous trouverez les références de cette présentation à la fin du diaporama. Merci. Merci. J'espère que le problème de déco a l'air d'être réglé. C'est déjà ça. Merci beaucoup, Delphine. Je propose qu'on poule les questions à l'issue des 2 mini-lectures. Et donc, on va enchaîner sur la deuxième présentation du professeur Diop Ndiaye, qui est maître de conférence agrégé au laboratoire de bactériologie virologie du CHU Le Dantec à Dakar et qui a donc beaucoup travaillé sur les tests diagnostiques, ce qui est le principal thème de cette session, et qui va donc nous faire un point sur les point of care ou les techniques de diagnostic rapide
au point de prestation ou au point de dépistage. Et puis, je pense que nous pourrons échanger à l'issue de cette seconde présentation. Merci beaucoup, professeur Diop Ndiaye. C'est parti. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de AFRAVI 2020 pour l'opportunité qui m'est donnée de partager sur les technologies Point of Care. Cette présentation, nous allons tout d'abord aborder la problématique de l'accès à la charge virale et au diagnostic précoce dans les pays à ressources limitées, en particulier au sud du Sahara. Les solutions apportées par les technologies Point of Care pour améliorer cet accès, les leçons apprises, les défis à relever avant de conclure. Nous avons tous en mémoire l'engagement pris pour atteindre l'objectif d'élimination de l'infection à VIH-Sida à l'horizon 2030. Et pour cela, les objectifs intermédiaires étaient d'atteindre les 3,90 à l'horizon 2020. Mais force était de constater en 2015 que le taux de couverture de charge virale restait limité malgré les nombreux plans de passage à l'échelle qui avaient été développés. Sur cette image, on peut voir que le taux de couverture de charge virale était particulièrement faible, était de l'ordre de 36%, et ce taux était artificiellement gonflé par l'Afrique du Sud, qui, lorsqu'il est retiré de ce graphique, ramenait le taux à 21%. La situation des tests de diagnostic précoce était également largement insuffisante, puisque dans la plupart des pays, c'est seulement un enfant sur deux qui avait accès à ce test de diagnostic précoce. Si on prend l'exemple du Malawi, où 55% des enfants nés de mères séropositives avaient pu bénéficier d'un test de PCR, on se rend compte que c'est seulement un enfant sur trois qui avait eu les résultats qui étaient rendus au niveau des sites, un enfant sur quatre pour lesquels le résultat avait été communiqué à la mère. De façon globale, moins d'un enfant sur deux avait été mis sous traitement antirétroviral après 12 mois de diagnostic. Ceci entraînait donc un fort taux de perdu de vue, et cette situation du Malawi n'était pas exceptionnelle. Elle était la même dans les 21 autres pays prioritaires où, comme on peut le voir ici, seul un enfant sur deux exposé avait bénéficié d'un test de PCR et un enfant sur deux infecté par le VIH avait été mis sous traitement. Ceci était grandement lié au fait que les résultats arrivaient tard, même très tard, aux prestataires de soins. Alors, quels sont les freins qui empêchent donc l'accès de cette PCR, de cette charge virale aux populations? C'est essentiellement l'accès aux structures de soins. Parce que nous savons que les tests de diagnostic précoce et de charge virale étaient limités essentiellement au niveau des zones urbaines, comme on peut le voir ici sur ces cartes de ces différents pays. Le circuit de transport des échantillons représente également un gros frein, parce qu'entre le moment où le prélèvement est fait, transmis au niveau du laboratoire jusqu'au rendu du résultat, c'est un délai très long d'attente qui fait qu'il n'y a pas de décision de prise de décision clinique rapide pour les enfants infectés ou pour les personnes en échec thérapeutique. C'est ainsi que les technologies Point of Care ont été introduites dans le but d'améliorer cet accès à la charge virale et au diagnostic précoce. En quoi faisant? Les POC sont des systèmes complémentaires aux systèmes conventionnels existants qui sont généralement localisés en haut de la pyramide au niveau des laboratoires nationaux de référence ou au niveau des laboratoires régionaux. Les technologies Point of Care permettraient de décentraliser cette technologie et de l'amener au plus près des patients, c'est-à-dire au niveau des districts ou même plus bas, au niveau des soins de santé primaire. Les technologies utilisées jusque-là, c'était la technologie GenExpert sous le format de 4 modules qui permettaient de réaliser les tests de charge virale et de diagnostic précoce en moins de 86 minutes. Cette machine est généralement retrouvée au niveau des laboratoires. La deuxième plateforme, c'est la plateforme MPIMA, qui est le véritable Point of Care, parce que cette machine peut être utilisée sur le terrain en utilisant une batterie externe. Et sa particularité, c'est qu'elle ne fait qu'un test à la fois avec un seul module, mais cette plateforme permettait également de faire la charge virale et le diagnostic précoce des patients infectés par le VIH1, mais également par le VIH2. La plateforme Samba permettait également
d'accéder à la charge virale et au diagnostic précoce des patients VIH1 et VIH2, mais comme on va le voir, cette plateforme était moins largement utilisée. Les point of care ont permis véritablement de transformer la façon dont le diagnostic précoce et le suivi des personnes vivant avec le VIH étaient réalisés dans la plupart de nos pays. En effet, de la prise de sang au rendu du résultat, il s'écoulait un temps très long qui était lié au fait que les échantillons étaient généralement passés en série parce qu'il s'agissait de grandes plateformes. Avec les technologies point of care, l'innovation majeure est liée au fait qu'on n'a pas besoin d'attendre beaucoup d'échantillons puisque un échantillon individuel d'un patient bien déterminé pouvait être réalisé le même jour, le résultat rendu, et il était possible même d'initier le traitement au besoin. Et donc, la prise de décision clinique était accélérée avec le POC. Il y avait une réduction des pertes des échantillons, mais également du taux de perdu de vue. L'intégration des tests point of care, essentiellement dans le cas des GeneXpert, nécessitait une discussion avec le programme de lutte contre la tuberculose parce que les GeneXpert avaient été mis en place à travers ce programme. Il y a eu de nombreux appels, de nombreux documents qui ont été élaborés en vue d'aller vers l'intégration d'une gestion intégrée du diagnostic de plusieurs pathologies, dont la tuberculose et le VIH. Au-delà de cette intégration, il fallait également des financements. Les financements ont été apportés essentiellement par le conglomérat constitué de United, CHAI, UNICEF et ECPAF. Ces financements apportés dans un premier temps sur 15 pays pendant une période de 5 ans, avec pour objectif d'augmenter le nombre de nourrissons exposés au VIH dont le statut VIH était connu afin de faciliter l'initiation précoce des soins, mais également la thérapeutique. En fin 2009, nous avons sur cette diapo l'ensemble des technologies qui ont pu être utilisées. Comme on peut le voir, essentiellement les technologies MPIMA, les technologies GeneXpert, alors que le Samba n'était utilisé qu'en Ouganda. On peut également remarquer que dans certains pays comme le Mozambique et le Rwanda, c'était essentiellement les technologies MPIMA, alors qu'en République démocratique du Congo et en Éthiopie, le choix avait été porté sur les plateformes GeneXpert. Par rapport à la charge virale, 8 pays avaient été ciblés avec l'introduction donc de ces plateformes, essentiellement l'optimisation des plateformes GeneXpert, mais également au Cameroun et au Sénégal, il y avait des plateformes MPIMA qui avaient été mises à contribution. Au Zimbabwe, c'était le GeneXpert et des plateformes Samba. Le niveau d'implémentation de ces différents programmes par rapport à la charge virale au jour d'aujourd'hui sont généralement à l'état d'extension, c'est-à-dire scaling up, alors que pour le Kenya, on était encore à la phase d'implémentation. Au Mozambique, on avait encore une période d'évaluation. D'une façon globale, l'intégration des tests de diagnostic du VIH et de charge virale sur les plateformes de GeneXpert n'ont pas rencontré de grandes difficultés, en particulier au Zimbabwe, parce que, comme on peut le voir ici, dans les différents sites qui ont fait l'objet du pilote, nous avons eu même une augmentation dans certains cas du nombre de tests réalisés pour la tuberculose, dans le même temps qu'étaient réalisés les tests pour le diagnostic néonatal et la charge virale. Et d'une façon générale, on peut retenir que cette intégration n'avait pas overloadé les plateformes puisque le taux d'utilisation global des machines était de 46%. Les résultats de l'étude systématique de l'utilisation des point of care pour le diagnostic néonatal dans ces 9 pays a montré des résultats qui étaient assez significatifs, avec un nombre d'enfants qui était multiplié au moins par 8, un délai de rendu de résultats qui était raccourci avec 67% des résultats qui étaient rendus le même jour, 98% des résultats qui étaient rendus avant J30, et surtout la proportion d'enfants qui avaient été mis sous ARV le même jour était de 65% et pouvait atteindre les 90% avant 60 jours. Donc d'une façon globale, c'était une différence significative qui était notée entre
les performances des tests point of care pour le diagnostic précoce, à la fois pour le délai de rendu des résultats, mais également et surtout pour la mise sous traitement des enfants. Comme on peut le voir ici, plus de 90% d'entre eux avaient été mis sous traitement dans les 60 jours. On peut donc retenir d'une façon globale que l'utilisation des plateformes point of care a non seulement augmenté le nombre d'enfants nés de mères infectées qui avaient été testés, mais ça avait réussi à améliorer la survie chez ceux qui étaient détectés positifs, avec un taux de 6,8%, un gain de 6,8% dans les 3 premiers mois de vie. Mais il avait également été montré dans une étude coût-efficacité au Zimbabwe que les techniques point of care permettaient de faire des grosses économies. L'utilisation de ces plateformes point of care ont également été l'opportunité d'expérimenter des approches innovantes par rapport au rendu des résultats, mais également par rapport au suivi des taux de consommation des tests et des erreurs de manipulation grâce à des serveurs qui étaient placés au niveau central. Ceci permettait très facilement d'identifier les sites qui avaient des problèmes particuliers et qui nécessitaient des renforcements. L'optimisation du réseau de laboratoires également était au rendez-vous. Le cas par exemple du Sénégal, ou comme on peut le voir sur cette diapositive, aussi bien pour le diagnostic précoce avant que pour la charge virale avant l'introduction des POC, après l'introduction des POC, une nette amélioration a été constatée avec un réseau de sites qui faisaient les tests beaucoup plus étendus, permettant ainsi d'avoir une meilleure organisation. Cette optimisation du réseau au Cameroun a permis de réaliser donc a été réalisée à la fois pour le diagnostic précoce mais également pour la tuberculose. D'une façon globale, l'introduction des tests POC pour le diagnostic néonatal en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud a montré une augmentation significative du nombre d'enfants testés avant 8 semaines de vie, un taux qui était de l'ordre de 68% en moyenne et qui pouvait atteindre 90% dans certains sites. Par rapport à la charge virale, également une augmentation significative a été notée par rapport à la suppression virologique, des taux supérieurs à 70% dans la plupart des pays, atteignant même 90% à Eswatini. Pendant ce temps, en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Centre, la proportion d'enfants nés de mères séropositives qui avaient bénéficié d'un test VIH, un test de diagnostic précoce, était inférieur à 30%. Ceci a amené l'UNICEF à s'engager de nouveau en compagnie de IRSF, l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation du Sénégal, à accompagner une dizaine de pays situés dans cette zone d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique du Centre pour l'intégration des technologies point of care dans le diagnostic néonatal. Quelles sont les leçons apprises de l'introduction des POC? La première, c'est qu'il est important, notamment lorsqu'il s'agit d'utiliser le GeneXpert, de convoquer la communication de façon à assurer une bonne coordination entre les programmes TB et les programmes VIH pour éviter des perturbations. La gestion de l'assurance qualité est également importante avec la possibilité de faire des tests de contrôle de qualité de façon à s'assurer que les tests réalisés en périphérie sont de bonne qualité. L'organisation du système d'approvisionnement et de la gestion des stocks représente également un levier important sur lequel il faut s'appuyer pour être sûr d'éviter des ruptures de stock. Pour finir, il est important d'organiser le travail au laboratoire comme ça se ferait au niveau central avec une bonne tenue des registres, d'assurer la stabilité électrique pour les équipements et la maintenance, d'avoir un bon système de formation du fait de la mobilité du personnel, mais surtout de mettre en place un système de transport des échantillons suffisamment robuste pour permettre de transporter les échantillons des cliniques vers les laboratoires décentralisés. Par rapport au GeneXpert, la gestion des déchets est également un challenge parce qu'il faut incinérer les cartouches à plus de 1000 degrés. Mais d'une façon générale, il est nécessaire, étant donné qu'il s'agit de tests moléculaires, d'avoir un bon workflow pour éviter les contaminations potentielles. En conclusion, on peut retenir
que les systèmes point of care sont des systèmes décentralisés qui doivent être utilisés en complément des systèmes conventionnels. La simplicité d'utilisation, la réduction des délais de rendu des résultats a permis d'obtenir les excellents résultats en Afrique de l'Est et du Sud. Et il est important pour que l'Afrique de l'Ouest et du Centre puissent s'inspirer de ces résultats et de ces méthodologies pour atteindre également leurs objectifs d'élimination. Ceci, c'est seulement à ce prix-là qu'on pourra véritablement aller vers l'élimination de l'épidémie du sida. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup, Delphine. Merci beaucoup, professeur Diop Ndiaye, pour cette magnifique présentation. Alors, je suis désolé, Delphine, tout à l'heure, je n'ai pas pu te féliciter pour la qualité de ta prestation. J'ai reçu plein de messages qui louaient tes qualités. Voilà. Donc, je suis désolé à cause des problèmes techniques. J'étais un peu perturbé. Merci également, professeur Diop Ndiaye, pour cette super présentation sur les point of care et l'intérêt que vous avez bien mis en avant avec ces difficultés techniques que vous pouvez contourner grâce à ces méthodologies modernes. Alors, en attendant que les questions arrivent sur le chat, n'hésitez pas à les poser. Je vais commencer à poser une première question à Madame Raïb sur sa présentation. Tu as évoqué que les moyens de dépistage à domicile ne venaient pas en remplacement, mais en complément des services traditionnels, donc sur cette population HSH. Comment ces systèmes s'articulent pour toi? Ce constat, on le fait par rapport aux expériences qu'on a pu avoir sur les modèles d'auto-prélèvement, notamment auprès des jeunes, qui existent déjà au Canada, aux États-Unis ou au Royaume-Uni, et qui permettent de dépister chlamydia et gono seulement. Nous, ce qu'on a fait auprès des HSH, c'est d'élargir cette offre aux IST qui les concernaient, donc le VIH, la syphilis, VHV, VHC. Ce qu'on voit dans les dispositifs auprès des jeunes, c'est que les services de dépistage n'ont pas vu leur file active se réduire. Alors certes, chez les HSH, on est sur des populations qui vont être en nombre plus petites, mais on est sur des populations qui vont avoir des besoins plus importants et une récurrence plus importante. Et on sait qu'un moyen de dépistage n'est pas la panacée, n'est pas la solution pour tout le monde. Et d'ailleurs, le professeur Diop Ndiaye l'a rappelé pour l'époque, ça vient en complément de ce qui est fait par ailleurs. Donc, on va pouvoir utiliser ces moyens d'auto-prélèvement envoyés à domicile ou mis à disposition dans les structures pour compléter une prise en charge qui est déjà là et juste pour la renforcer. On est quand même en France avec des recommandations de 4 dépistages par an, ce qui est assez important et ce qui fait peser une charge aussi sur les structures parce que cette multiplication du dépistage fait que la file active, elle est là et elle reste et elle revient. Donc, on peut réfléchir à un allègement de la venue physique dans le dispositif à partir de ces autoprélèvements et on a malgré tout une population qui n'ira pas consulter en physique mais qui préférera se reporter uniquement sur ces dispositifs comme on a pu voir certaines personnes se reporter sur les autotests VIH depuis qu'ils sont disponibles. Donc, tous ces moyens, ils vont aller les uns avec les autres et ils vont être utilisés par les personnes au moment où elles l'estiment le plus opportun. Et quelqu'un va pouvoir passer d'un système à l'autre et c'est là vraiment que c'est la complémentarité qui fera la couverture et le maillage. Bien sûr, oui, tout à fait. On le voit bien dans nos consultations PrEP, puisque c'est quand même des populations qui correspondent à peu près à ton étude, pour ceux qui sont séronégatifs. Et on voit bien, en effet, quand on leur demande, qui jonglent, comme tu dis, entre les différentes méthodes, quelques-uns les autotests, d'autres les dépistages communautaires et parfois avec leur médecin généraliste, enfin bon. Et parfois aimeraient bien pouvoir le faire chez eux, par exemple, comme dans cette période de confinement où on pourrait aussi aller vers les gens qui sont un peu contraints de rester chez eux. Donc, ouais, je suis tout à fait d'accord. Pour notre collègue du Sénégal, merci encore pour votre présentation. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai juste un point technique que j'ai peut-être pas bien saisi parce que là encore, j'étais pris entre deux eaux avec la modération. Le résultat que vous obtenez par ces systèmes, c'est un résultat qui est qualitatif ou quantitatif? Merci pour cette question. En fait, tout dépend de ce que l'on cherche. Si on veut, on peut faire à la fois un diagnostic qualitatif. C'est le cas pour le diagnostic des enfants qui sont nés de mère séropositive.
Voilà. Mais ces plateformes sont également utilisées pour déterminer la charge virale. Et dans ce cas, le résultat qu'on a, c'est un résultat qui est quantitatif. Et c'est très largement utilisé, comme je viens de le dire, dans les pays d'Afrique de l'Est et du Sud. Dans notre région, ça commence grâce à différentes initiatives, en particulier l'initiative de UNITAID, mais également de UNICEF, qui aujourd'hui couvre 10 nouveaux pays au niveau de la région Afrique de l'Ouest et du Centre. D'accord. Donc, vous avez parlé de ces POC pour les diagnostics néonataux, en effet, puisqu'on a besoin de la charge et que la sérologie n'est pas un bon élément. Et je me posais la question aussi de la place de ces tests pour des diagnostics, entre guillemets, tardifs, des personnes qui arriveraient à l'hôpital avec une infection très probable VIH au stade d'infection opportuniste. Est-ce que ces tests ont une place ou finalement, est-ce que vous allez faire des tests plus conventionnels comme une sérologie que vous aurez plus vite ou bien un TROD qui sera forcément positif? Comment, pour d'autres populations et ces populations infectées, vous utilisez ou pas ces POC? Alors, ces POC peuvent être très intéressants même pour les HSH, pour les populations clés, parce que, par exemple, dans le cas du MPIMA, c'est une plateforme qui peut être déplacée, qui marche sur une batterie et qui a une autonomie de 8 heures, donc qui peut être utilisée en dehors du laboratoire. Donc, ce sont des plateformes qui peuvent être utilisées à la fois chez l'enfant pour faire le diagnostic, mais rien n'empêche qu'on puisse les utiliser également pour le diagnostic de l'adulte, mais surtout pour la charge virale. Ça s'applique à toute personne qui est mise sous traitement et qui a besoin donc d'avoir un suivi, un monitoring de sa charge virale. C'est ça. Et donc, finalement, là aussi, pour une suspicion de primo-infection, comme vous avez dit, sur des populations clés qui ont pris des risques et qui vont se retrouver avec une primo-symptomatique, la fièvre, la pharyngite, enfin, tous ces signes-là, c'est vrai que ces tests seraient très intéressants pour confirmer la primo. Absolument. Et l'autre avantage peut-être du GeneXpert, je n'ai pas eu le temps d'en parler, c'est que c'est une plateforme multidisease qui peut faire du CLAM, qui peut faire de la détection de gonorrhée, qui peut faire de la détection de HPV, hépatite B, hépatite C. Donc, ce sont des plateformes aujourd'hui qui sont très prisées par l'ensemble des programmes de diagnostic des maladies infectieuses et qui peuvent vraiment apporter leur contribution. Et l'avantage aussi, c'est que le résultat est obtenu dans un délai très court. C'est-à-dire qu'en 1 heure de temps, voilà, vous avez un résultat et je pense que ce sont des plateformes qui, si elles sont correctement utilisées, peuvent vraiment aider à rendre ce diagnostic encore plus accessible aux populations. Bien sûr, oui, tout à fait. C'est intéressant parce que finalement, vos deux communications ont bien été choisies, ces deux mini-lectures, puisqu'elles se rejoignent dans la finalité de l'accès rapide au diagnostic pour offrir, comme vous l'avez dit, des possibilités de test and treat. Hein. Cet anglicisme, c'est pas bien pour un congrès francophone, mais on teste et on traite dans la foulée, que ce soit une IST, avec le risque en effet que ces IST diffusent très vite, ou bien une primo, ou bien une contamination materno-fétale, avec tout l'intérêt, on le sait, pour le VIH, des traitements précoces pour la suite de la vie de ces personnes-là. Et des personnes, justement, vous disiez, excusez-moi, je profite encore de votre expertise, Delphine, j'espère que tu m'en voudras pas, mais dans le suivi de ces patients aussi, où on sait qu'on a du mal à atteindre, vous savez, la cascade 90-90-90, c'est vrai que pour le suivi aussi de l'observance, ça pourrait être aussi des méthodes intéressantes, des patients de traitement, et voir comment leur charge virale baisse et reste indétectable. Je ne sais pas si ça vous paraît intéressant aussi. Absolument. En fait, ces plateformes, c'est là d'ailleurs toute leur utilité. La charge virale, c'est pouvoir s'assurer qu'un patient a une charge virale qui est indétectable ou alors voir un rebond virologique qui va permettre aux cliniciens de pouvoir renforcer l'observance et de pouvoir éventuellement recontrôler cette charge virale. Donc, effectivement, ce sont des outils qui sont peut-être pour le moment dans nos zones, on les réserve plutôt aux nouveau-nés et pour l'accessibilité à la charge virale de la population générale, mais en particulier les plateformes MPIMA, du fait qu'elles sont mobilisables et qu'elles peuvent être utilisées en dehors des laboratoires, sont parfaitement, on peut parfaitement envisager de pouvoir les utiliser pour les HSH
en allant les trouver là où ils sont. Absolument. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ben oui, tout à fait. Ouais. C'est exactement ce qu'on vient de dire avec Madame Raïb. C'est les personnes, voilà, vont adapter en fonction de leurs besoins. Alors, je ne sais pas si au Sénégal on fait beaucoup de tests à domicile, mais en effet, on peut peut-être aller les chercher sur des lieux peut-être un peu plus avancés, dédiés, communautaires ou autres. Tout à fait. Bon, ben écoutez, je pense, bon, on pourrait encore échanger beaucoup. Je sais pas, je jette un œil. Ah oui, alors une dernière petite question. Je pense qu'elle est sur ce chat, elle est pour toi Delphine. Est-ce que les tests syphilis que tu as fait sont fiables? On me demande. Alors sur les tests syphilis, en effet, ça a été l'un des gros enjeux. Il y a eu 2 techniques qui ont été utilisées et notamment un dual test en TROC qui permettait d'avoir les deux marqueurs. C'est celui-là qui est le plus intéressant, même si de toute façon, un résultat positif nécessite de revenir vers le participant et est une raison qui permet derrière d'avoir un entretien un peu informel, médical, pour voir un peu où en est la personne, pour savoir s'il faut retester ou si on est sur une cicatrice. Donc vraiment, la syphilis, c'est assez particulier. Ouais, on est toujours d'accord. Ouais. C'est un peu le bémol des TROD et de la syphilis. Bon, c'est sûr. Merci beaucoup Delphine, merci beaucoup Dr Diop Ndiaye. On me presse dans la régie pour que j'enchaîne. Donc, je vais enchaîner avec la présentation française du docteur David Zugman, qui, je pense, a des soucis techniques, mais heureusement qu'elle était donc enregistrée. Et donc, il va nous parler de la mise en place et de l'évaluation d'une alerte électronique d'incitation au dépistage ciblé de l'infection VIH dans un hôpital général, suivant des critères socio-démographiques. Et cette étude s'appelle l'étude Pop-up. On va pouvoir l'écouter. Merci encore, mesdames. Bien, bonjour, merci de m'avoir donné l'opportunité de présenter cette étude au congrès de la AFRAVI. Donc, cette étude est la mise en place et l'évaluation d'une alerte électronique d'incitation au dépistage ciblé de l'infection VIH dans un hôpital général. Et cette alerte se fait en suivant des critères socio-démographiques. Nous avons appelé cette étude Pop-up, car cette alerte électronique est ce qu'on appelle un pop-up. Donc, le contexte, vous le connaissez, hein, l'épidémie, malheureusement, de VIH reste assez stable en France, aux alentours de 6000 découvertes par an. Et bien entendu qu'il faut améliorer ce dépistage pour pouvoir arriver à l'objectif des 90-90-90. Notre haute autorité en santé recommande un dépistage du VIH lors des recours aux soins, sans que ce soit très, très bien précisé comment ça doit s'organiser. Et en fait, quand on voit un petit peu dans les hôpitaux, beaucoup de patients hospitalisés croient qu'ils bénéficient ou qu'ils vont bénéficier d'un dépistage à cette occasion. Or, la majorité des services ne pratiquent plus de dépistage systématique. C'est devenu tout à fait exceptionnel. Donc, comme ce dépistage dans les hôpitaux est très faible, notamment en chirurgie, et il est très variable d'un service à un autre, cela génère beaucoup d'occasions manquées de dépistage, avec parfois des conséquences mortelles. Moi, dans mon hôpital, malheureusement, plusieurs patients sont décédés par défaut de diagnostic de l'infection VIH dans des services de chirurgie, notamment pour des toxoplasmoses cérébrales. Donc, c'est cette constatation qui m'a poussé à créer cette recherche. Alors, donc, nous avons mis en place et ensuite évalué une alerte informatique, un pop-up, pour inciter au dépistage ciblé dans les services d'hospitalisation de mon hôpital, notre hôpital. Alors, la méthode, c'est une étude pilote, bien sûr, parce qu'il y a un seul site qui a participé, observationnelle, prospective, monocentrique et réalisée à l'hôpital Foch. C'est quoi l'hôpital Foch? Un établissement privé participant au service public, ESPIC, médico-chirurgical, à peu près la moitié de services médicaux, la moitié chirurgicaux. Il est situé en Île-de-France, une région assez touchée par l'épidémie de VIH, à Suresnes, avec autour de cette ville de Suresnes des régions comme Nanterre,
qui sont aussi assez touchés par l'épidémie de VIH. Nous avons 600 lits de court séjour. Et donc, l'alerte informatique a été mise en place, fonctionnée pendant 18 mois et ensuite évaluée. Et nous avons demandé aux utilisateurs, aux médecins donc, de l'hôpital, qu'est-ce qu'ils pensaient de cette alerte. Cette enquête a été faite au bout de 6 mois de fonctionnement. L'étude a reçu un avis favorable du CPP Île-de-France 7 et un financement du SIDAction. Donc, qu'est-ce que c'est le pop-up? Donc, c'est une alerte informatique déclenchée par des critères sociodémographiques, notamment couverture maladie AME ou CMU, donc des critères de précarité, et ou la naissance en pays de zone d'endémie du VIH supérieur à 0,9%. Ça correspond à peu près à 66 pays, majoritairement d'Afrique subsaharienne, mais aussi d'Asie. Comment ça se passait? L'information donc est renseignée dans le logiciel des admissions et elle génère une alerte informatique grâce à une passerelle entre le logiciel des admissions et le logiciel de prescription médicale dans les services d'hospitalisation. Cette passerelle a été donc créée spécialement par l'éditeur des applications. Alors, comment ça se passe ensuite? Donc, dans les services d'hospitalisation, lorsqu'un patient était éligible avec ces critères, il y a une fenêtre qui s'ouvre lors de la prescription, fenêtre pop-up, qui donne un résumé des recommandations françaises de dépistage et qui ensuite offre 6 possibilités de réponse au médecin donc, qui a ouvert cette prescription. Donc, soit il prescrit, soit il n'a pas le temps de répondre à l'alerte, soit le patient a déjà une sérologie de moins de 3 mois, soit le patient est déjà séropositif connu, soit il refuse le test, soit l'état clinique du patient ne permet pas d'obtenir sa non-opposition. Il faut bien noter que l'alerte n'est pas bloquante, mais elle se renouvelle lorsque l'application est rouverte tant qu'il n'y a pas eu de réponse. Donc, l'enquête de satisfaction que nous avons menée auprès des utilisateurs de l'hôpital, donc consistait à savoir s'ils avaient déjà prescrit des sérologies avant la mise en place du pop-up, s'ils en faisaient souvent et s'ils étaient contents finalement de l'aide apportée par cette alerte électronique. Donc les résultats, cette alerte pop-up a fonctionné entre avril 2018 et octobre 2019, donc pendant 18 mois. 14 services d'hospitalisation complètes de l'hôpital, 7 médicaux, onco, pneumo, médecine interne, psychiatrie, néphrologie, cardiologie, neurologie, et 7 chirurgicaux, gynéco, chir thoracique, urologie, chir vasculaire, neurochirurgie, ORL, chir digestive. Nous avions exclu le SAU et les hôpitaux de jour. Pourquoi? Parce que la réalisation de la sérologie aurait pu certes être faite, mais le résultat arrivant souvent le lendemain, les patients n'auraient pas été à même de recevoir leurs résultats. Nous avons à l'hôpital Foch environ 44 000 hospitalisations par an. Cette alerte s'est déclenchée 8 181 fois et en fait, ça concernait 1 448 patients. Il faut bien voir qu'il y a eu de 1 à 30 déclenchements par patient. 30, c'était pour un patient hospitalisé en chirurgie pendant 30 jours. L'alerte tous les jours s'est déclenchée parce qu'il avait des prescriptions tous les jours. Et tous les jours, le médecin qui a ouvert cette alerte n'y a pas répondu. 48% d'hommes, 48% de femmes, 52% d'hommes. Les motifs de déclenchement de l'alerte, c'est essentiellement le pays de naissance. Et pour 58% des cas, majoritairement l'Afrique subsaharienne, mais aussi Asie et Haïti. La précarité sociale représentait le motif de déclenchement de l'alerte pour 1/3 des patients. Et puis les 2 motifs, donc naissance dans un pays d'endémie et précarité sociale, 8%. Alors, le résultat tout de suite le plus intéressant, c'est que la prescription de la sérologie VIH consécutive à l'alerte a été faite pour 297 patients, soit 20%, 20,5% des 1448 patients pour lesquels l'alerte s'était déclenchée. Alors, quelles étaient les réponses finalement à l'alerte? Malheureusement, la réponse principale, c'est fermer directement l'alerte. Le prescripteur est emmerdé par ce truc-là, hop, il ferme.
Ensuite, des gens mieux élevés nous ont répondu qu'ils n'avaient pas le temps de répondre à l'alerte. Dans certains cas, il y avait des réponses sur le fait qu'il y avait déjà une sérologie faite de moins de 3 mois. Ensuite, c'est la prescription de la sérologie. Et puis, les autres causes de réponse sont beaucoup plus rares. Alors, en médecine, à une échelle plus globale, qu'est-ce qu'on constate? En médecine, finalement, les bons élèves, comme la médecine interne, la pneumologie, ils progressent peu. L'alerte n'a pas changé fondamentalement les choses. En revanche, il y a une nette amélioration, par exemple, en cardiologie, qui prescrivait peu de sérologie et qui, grâce à l'alerte, en a prescrit plus. En chirurgie, il y a eu des services qui ont progressé et d'autres pas du tout. Bon, c'est comme ça. Évidemment, c'est très opérateur dépendant selon les services. L'étude avait été présentée à la CME, mais évidemment, tous les médecins des services n'avaient pas assisté à cette réunion. Elle avait été mise en place aussi dans chaque service. Donc, il y a eu 2 découvertes de séropositivité suite au déclenchement de l'alerte. Une patiente en cardiologie qui était une véritable découverte de la maladie, avec une prise en charge qui a pu se faire immédiatement. En néphrologie, un patient a eu une découverte entre guillemets, mais en fait, il s'est avéré qu'il était déjà au courant de ce diagnostic. Donc, la satisfaction des utilisateurs, nous avons interrogé 35 médecins au bout de 6 mois. Il y avait 10 internes et 25 seniors. Ils avaient quand même déjà une habitude de prescription, mais assez faible. La majorité prescrivait moins de 5 sérologies par mois. Et alors, cette alerte a été ressentie, on va toujours dire, comme une gêne par presque 30%. En revanche, ça a été considéré comme une aide à la réalisation d'une sérologie VIH par 29% des répondants. 29% donc disaient que c'était une perte de temps. 4% ressentaient une gêne vis-à-vis du patient. Et quand même, 39% des répondants se sont sentis sensibilisés par cette alerte et donc on dit qu'ils allaient en prescrire davantage à l'avenir. Donc, en conclusion, le dépistage ciblé du VIH recommandé par la HAS est trop peu réalisé dans les services chirurgicaux. La mise en place d'une alerte électronique améliore le taux de dépistage des patients hospitalisés dans certains services, c'est malheureusement très service dépendant. Et avec les critères de sélection choisis, le taux de positivité de pratiquement 1% permet d'espérer un rendement intéressant. Je vous remercie. Merci beaucoup, David, pour cette présentation très intéressante. Nous aurions bien aimé pouvoir échanger avec toi, mais tu n'es pas pour l'instant connecté. Alors, je vais enchaîner avec la présentation suivante du docteur Adonis Touko de Yaoundé au Cameroun, qui va nous parler de l'inégalité dans la prévalence du VIH chez les personnes en situation de handicap à Yaoundé. Et puis, je pense qu'on poulera toutes les questions à l'issue. Merci. Bonjour, je suis M. Adonis Touko, chercheur au Forum camerounais de psychologie, le FOCAP, qui est à Yaoundé, au Cameroun. L'intitulé de notre exposé, comme vous le savez déjà, c'est « Inégalité dans la prévalence du VIH chez les personnes en situation de handicap à Yaoundé, au Cameroun ». Il est question de montrer que la courbe de la prévalence chez les personnes en situation de handicap ne suit pas toujours la même allure que dans le reste de la population. L'objectif d'élimination du VIH-Sida fixé par l'ONU-Sida pour 2030 risque de ne pas être atteint si l'on ne tient pas compte des minorités sociales et notamment des personnes en situation de handicap qui représentent tout de même 10 à 15% de la population mondiale. Des études réalisées dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne ont montré que la prévalence du VIH est en moyenne 3 fois plus élevée chez les personnes en situation de handicap que dans le reste de la population. Nous avons cité là Handicap International et bien d'autres sources.
Pourtant, plusieurs évidences indiquent que ces personnes sont souvent oubliées dans les programmes de VIH-Sida. D'où donc la nécessité de mettre l'accent sur les investigations qui ciblent cette minorité, en particulier celles qui adoptent des approches comparatives permettant donc de mettre en évidence des inégalités entre ces populations et le reste de la population ou même à l'intérieur même de ce groupe. L'étude que nous allons vous présenter donc se situe dans cette perspective-là. L'étude a un objectif essentiel qui est de rechercher dans une double perspective transversale et horizontale les inégalités sociales, économiques et socio-environnementales et leur possible association à la prévalence du VIH dans la population générale et chez les personnes en situation de handicap. En termes de méthodologie, l'étude a été réalisée à Yaoundé, qui est une ville cosmopolite, c'est donc la capitale politique du Cameroun, et c'est donc essentiellement une ville attractive pour les personnes en situation de handicap. L'échantillonnage de cette étude a été fait à 2 degrés. Au premier degré, nous avons dénombré les ménages et à l'intérieur de ces ménages, nous avons identifié au total 49 035 individus âgés de 15 à 49 ans. Parmi ces 49 035 individus, il a été question de sélectionner 807 PSH, donc personnes en situation de handicap, avec un questionnaire qui était le questionnaire de Washington Group. Ces individus devaient être soit porteurs d'un handicap majeur, soit porteurs de 2 handicaps mineurs. Ils ont donc constitué le groupe des cas. Après cela, nous avons sélectionné le groupe des témoins, qui étaient donc des personnes n'étant pas porteuses d'infirmité. Donc, des gens qui n'avaient aucun handicap. Au total, 807 individus ont été sélectionnés pour nous permettre donc d'avoir 807 cas et 807 témoins. La passation des questionnaires a été suivie par des prélèvements sanguins à la fois dans le groupe des cas et dans le groupe des témoins. Naturellement, pour le prélèvement sanguin, des considérations éthiques ont été faites, ont été observées, d'ailleurs comme pour l'ensemble de l'étude. Clairance éthique, consentement éclairé et confidentialité, j'en passe. Les données ont été saisies sur CSPO pour ce qui est de la saisie et donc sur SPSS pour les analyses. Lesquelles analyses intègrent donc les tests de Kikaré, de Odds Ratio, ainsi de suite. Et maintenant donc les résultats. Alors nous vous présentons ici les résultats les plus saillants qui montrent que chez les PSH on observe les inégalités sociales de sexe qui témoignent d'une vulnérabilité sexo-spécifique des femmes handicapées. Insistons sur les femmes handicapées. Alors cette vulnérabilité s'exprime aussi bien par rapport à leur statut de femme que par rapport à leurs conditions de personnes porteuses d'une infirmité. Nous voyons sur le tableau suivant que, en rouge, et notamment dans la colonne ensemble, nous voyons très bien qu'il y a 6,8% de cas positifs chez les PSH, contre seulement 3,9% des cas positifs chez les témoins, donc les non-handicapés. Également, les PSH femmes sont notamment plus atteintes à 9,3% que les PSH femmes. Ce qui veut dire que dans une perspective horizontale, comparant le groupe des PSH femmes au groupe des PSH hommes, on voit très bien que les femmes sont les plus vulnérables et notamment les plus atteintes ici. D'un point de vue vertical, on voit aussi qu'en comparant les PSH femmes aux hommes non PSH, eh bien, on a un très grand décalage, soit 9,3% des cas positifs chez les PSH femmes, contre seulement 1,5% des cas positifs chez les hommes non PSH. Au total donc, et si l'on voit le Odds Ratio, on dirait très bien que l'étude montre une hyperendémicité des PSH et confirme que le sexe constitue un facteur d'augmentation du risque de contracter le VIH chez les PSH.
Autre articulation s'agissant des inégalités socio-économiques, les facteurs d'inégalité socio-économique et en particulier l'occupation professionnelle et même les quartiers socio-économiques constituent dans le contexte de l'épidémiologie du VIH des variables qui accroissent la vulnérabilité en freinant l'accès à la prévention. Toutefois, et nous allons le voir, tout en gardant leur pertinence, les variables socio-économiques ne constituent pas, au sens statistique, des variables de différenciation de la prévalence chez les PSH par rapport aux témoins. Ces tableaux nous montrent les disparités qui existent entre les PSH hommes et les PSH femmes, notamment par rapport à l'occupation. Et si nous allons directement à la prévalence, aux données sur la prévalence, nous allons nous rendre compte que, en regardant de plus près ce tableau concernant les PSH, eh bien, les personnes qui sont employées dans des petits métiers ou les sans-emploi sont notamment les plus touchés. Et nous voyons très bien que le P est hautement significatif. On conclut donc qu'il y a une liaison entre le type d'occupation socio-professionnelle et la prévalence du VIH chez les PSH de la ville de Yaoundé. Notamment aussi par rapport à cet autre tableau qui concerne les quartiles, à savoir dans le découpage de la population selon, on va dire, son pouvoir socio-économique. On voit que cette fois-là, eh bien, comme nous l'avions signalé précédemment, le quartile socio-économique ne constitue pas une variable de différenciation de la prévalence, aussi bien chez les PSH, comme nous le voyons sur ce tableau, que chez les témoins. Le statut socio-économique joue dans la contamination du VIH, aussi bien chez les PSH que chez la population générale, contrairement, n'est-ce pas, aux autres variables que nous avons vues précédemment. Regardons maintenant cette dernière articulation concernant les inégalités socio-environnementales et focalisons davantage la question des violences sexuelles en rapport avec la prévalence du VIH. On a notamment dans le premier tableau, en rouge, pratiquement 15 sujets sur 50 qui ont subi des violences sexuelles chez les PSH et notamment seulement 5 chez les groupes témoins. Alors la lecture des statistiques, donc le odd ratio et l'intervalle de confiance, nous permet de conclure que les violences sexuelles apparaissent comme des variables rattachées à l'aggravation du risque sexuel chez les PSH, mais pas chez les témoins. Il faut dire qu'un résultat identique est observé dans le cas des rapports sexuels transactionnels. On peut donc dire en conclusion que l'étude confirme la vulnérabilité des PSH par rapport à la population générale, doublée d'une vulnérabilité sexo-spécifique chez les femmes PSH. Il y a donc lieu de conclure au plan horizontal, donc au plan des inégalités en deux groupes, qu'au plan vertical, donc des inégalités exogroupes, qu'il y a des facteurs de vulnérabilité qui expliquent la forte exposition au VIH des personnes en situation de handicap en général et des femmes handicapées en particulier. Oblige donc les décideurs sur les questions de santé publique à définir, à rechercher, à définir et à appliquer des mesures appropriées à la fois pour les PSH en tant que minorité sociale que particulièrement pour les femmes porteuses de handicap. Nous devons, pour terminer, préciser que cette étude est dérivée d'une analyse du projet Handi-VIH, qui est un projet financé par l'ANRS sous le numéro 12302, et dont le FOCAP était partenaire de l'étude. Nous remercions donc l'ANRS et également le chef de projet qui était Pierre de Baudouin. Je vous remercie pour votre aimable attention.
Merci beaucoup, Dr Adonis Touko. Alors, pas d'inquiétude, même si on n'avait pas le PowerPoint, la vidéo était parfaite et on a tout saisi, on a tout compris. C'était très intéressant et c'est une communication qui passait très bien. On pourra la discuter tout à l'heure. Et donc, nous continuons dans les communications sélectionnées sur Abstract par la dernière de cette session qui va être présentée, alors je vais peut-être écorcher son nom, par Pearl-Anne Hunt-Destar, sur là aussi les inégalités socio-économiques dans l'accès au dépistage du VIH chez les femmes. Et c'est une étude qui a été tirée sur une enquête réalisée dans 16 pays d'Afrique subsaharienne. Peut-être que les questions, pour des raisons de facilité, se feront en anglais. Voilà, on peut lancer la vidéo, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde, je suis Pearl-Anne Destar, doctorante au Conservatoire national des arts et métiers. Je vous présente aujourd'hui notre recherche intitulée « Évolution des inégalités socio-économiques dans l'accès au dépistage du VIH chez les femmes », résultat tiré d'enquêtes de populations dans 16 pays d'Afrique subsaharienne. Cette étude était financée par la NRS. Le rôle du dépistage du VIH à sans doute est essentiel dans la lutte contre le VIH ou SIDA, étant la porte d'entrée vers la prévention et le traitement du VIH. L'accès au traitement antirétroviral thérapie ayant augmenté dans la plupart des pays. Les stratégies de dépistage du VIH ont également évolué et augmenté au fil du temps dans de nombreux pays. Dans d'autres domaines comme le cancer, de vastes programmes de dépistage ont accru les inégalités en matière de santé. Et c'est la même chose pour le VIH. L'augmentation globale du dépistage du VIH a-t-elle eu un impact sur les inégalités de santé? Les travaux que je vais présenter portent sur l'Afrique subsaharienne et spécifiquement sur les femmes qui sont les plus infectées par le VIH. Les objectifs de cette étude sont de mesurer les inégalités socio-économiques relatives et absolues chez les femmes dans le dépistage du VIH récent, c'est-à-dire dans les 12 derniers mois, et d'évaluer les tendances de ces inégalités au fil du temps. Nous avons utilisé les données des enquêtes démographiques et de santé. Ce sont de vastes enquêtes transversales, représentatives au niveau national, réalisées dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. Nous avons sélectionné des pays avec des enquêtes avant et après 2008. Pourquoi 2008? Parce que c'est l'année de mise en place des recommandations de dépistage à l'initiative des soignants, qui sont susceptibles d'avoir largement modifié le profil des personnes ayant recours au dépistage de VIH. Nous avons analysé 32 enquêtes menées auprès de plus de 350 000 femmes âgées de 15 à 49 ans. Pour les variables, nous avons utilisé le rang relatif des participantes dans la distribution de l'indice de richesse comme variable indépendante. L'indice de richesse est une mesure composite du niveau de vie basée sur un ensemble de caractéristiques du foyer. Par exemple, la possession d'un téléviseur, d'un réfrigérateur ou encore le type de sol. La variable que nous souhaitons expliquer était le recours autodéclaré à un test récent. En ce qui concerne les méthodes, premièrement, nous avons calculé la proportion de tests VIH récents avant et après 2008 pour les 16 pays en général et par quintile de richesse. Deuxièmement, nous avons estimé les inégalités dans les tests récents au moyen des indices relatifs et absolus d'inégalité. Pour les calculer, nous avons utilisé les estimations de modèles de régression de Poisson avec une variance robuste. Nous avons estimé la probabilité du test VIH récent
comme une fonction de rang de richesse comme indiqué ici. Ensuite, en prenant les coefficients du modèle, nous avons pu calculer le RII et le SII. Le RII, ou Relative Index of Inequality, a été calculé pour estimer les inégalités relatives dans les tests. C'est le rapport des probabilités prédites dans les tests présents entre les plus riches et les plus pauvres. De même, le SII, ou Slope Index of Inequality, a été calculé pour estimer les inégalités absolues. Le SII est la différence des probabilités prédites entre les plus riches et les plus pauvres. Troisièmement, pour évaluer les tendances, nous avons calculé le ratio des RII et la différence des SII avant et après 2008 pour chaque pays. Ils ont également été standardisés par le nombre d'années écoulées entre les enquêtes. Afin de résumer les résultats, nous avons calculé l'estimation globale à l'aide de méta-analyse à effet aléatoire. De manière descriptive, le recours au test VIH présent a augmenté dans les 16 pays après 2008, comme le montre la carte ci-dessus. Nous pouvons observer que la proportion de recours est plus élevée dans l'Afrique australe et orientale que l'Afrique occidentale et centrale. Par quintile de richesse, la figure à droite montre que les femmes les plus riches ont déclaré plus de proportions d'un test VIH présent que les femmes les plus pauvres dans la plupart des pays avant et après 2008. En général, il y a eu un progrès dans le recours du test VIH présent au fil du temps. En revanche, ce progrès diffère selon des groupes socio-économiques. Sur cette diapositive, on peut voir la quantification des inégalités relatives et absolues. Les résultats avant 2008 ne sont pas sur la diapositive, mais pour votre connaissance, avant 2008, il y avait des inégalités dans tous les pays. Après 2008, comme vous pouvez le voir, en moyenne sur l'échelle relative, les femmes les plus riches étaient 2,77 fois plus susceptibles de rapporter un dépistage récent que les plus pauvres. De même, sur l'échelle absolue, la différence moyenne dans les tests récents entre les femmes les plus riches et les plus pauvres était de 11 points de pourcentage. Les inégalités favorables aux riches ont persisté dans la majorité des pays après 2008 sur les échelles relatives et absolues, comme le montre le RII supérieur à 1 et le SII supérieur à 0, respectivement. Nous avons observé aussi que les inégalités entre les pays varient considérablement. Les résultats restent cohérents si on utilise l'éducation à la place de la richesse comme mesure des inégalités. En termes de tendance chez les femmes, au fil du temps, les inégalités relatives ont diminué, mais les inégalités absolues en moyenne sont restées stables. En conclusion, l'augmentation globale du recours aux tests VIH récents au cours des dernières décennies a masqué les inégalités qui subsistent entre les groupes socio-économiques. Je n'ai pas été en mesure de vous montrer faute de temps, mais nous avons aussi fait des tests de Wilcoxon. Ils nous montrent que les inégalités relatives et absolues étaient plus marquées en Afrique occidentale et centrale, où les programmes de dépistage sont plus limités par rapport à l'Afrique orientale et australe, où les programmes sont plus systématiques. Nos résultats soulignent la nécessité de surveiller et de lutter contre les inégalités socio-économiques et autres formes d'inégalités dans les programmes de VIH pour assurer une répartition équitable de leurs avantages.
Pour plus de détails, vous pouvez lire notre article sur Lancet Global Health, un accès libre où nous avons quantifié les inégalités relatives et absolues pour les femmes et les hommes et leurs tendances. Afin de permettre une meilleure diffusion de ce travail dans le monde francophone, nous avons également mis à disposition en accès libre une traduction française de l'article intégral. C'est une démarche qui nous semble importante pour réduire les inégalités d'accès aux connaissances scientifiques et nous souhaiterions la voir plus généralisée. Je voudrais remercier tous ceux avec qui j'ai travaillé pendant cette étude et merci à vous tous pour votre attention. Thank you. Thank you. Ah, l'écho est revenu. Bon. Il y a beaucoup. Je ne sais pas si tout le monde a l'écho. Allô. On va essayer de faire. Merci beaucoup donc à nos trois intervenants. J'ai dit que le docteur ça a l'air d'aller mieux au niveau de l'écho. Le docteur Zuckman n'était pas là, hélas, pour les questions. Donc nous avons le docteur Touko et Perlan. Alors je ne sais pas, j'ai un petit souci de son. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a un micro branché, une salle ouverte. Tout est OK chez vous? Chez moi, non. Chez vous, c'est OK. Perlan, elle est en mute, je vois. Mais je suis un écho un peu défavorable, mais je n'ai pas de micro branché. OK, c'est bon, on vous entend très bien. Parfait. OK, très bien, monsieur Touko. Je vais commencer par vous. Alors, je vais jeter un œil sur… alors, question pour Pearl. Donc, OK, donc merci beaucoup pour vos présentations très intéressantes. Donc, on va commencer par le docteur Touko. Vous avez bien mis en évidence les inégalités en fonction du handicap. Pouvez-vous nous rappeler comment vous avez défini tout simplement la notion de handicap? Ah, d'accord. Je vous remercie pour cette question intéressante. En fait, la personne handicapée ici, le concept a pu être opérationnalisé à partir d'un ensemble de critères qui n'étaient d'ailleurs pas de nous, qui provenaient de ce qu'on appelle les questionnaires du Washington Group, qui en fait est un ensemble de, on va dire, de critères de différenciation, de définition du handicap d'abord, et de différenciation des types de handicap. Donc, le questionnaire de Washington Group nous a permis, en fonction des, on va dire, des dysfonctionnalités que présentaient les personnes enquêtées, de les classer soit comme handicapés, soit comme non handicapés. Un handicapé, c'était une personne qui avait donc une dysfonctionnalité au niveau de certaines activités, au niveau des fonctions, soit de la vision, soit de l'audition, soit de les capacités physiques, ainsi de suite. Okay. Donc, soit un handicap majeur, donc ne peut pas du tout, par exemple, effectuer une activité donnée, soit deux handicaps mineurs, peut à peu près effectuer une activité, par exemple, malvoyant, n'est-ce pas, et peut-être malentendant, des choses comme ça. Ok, merci. Excusez-moi, on va essayer d'avoir des réponses très courtes pour pouvoir balayer et respecter le timing. Je suis désolé, donc on a bien compris. Le deuxième point, en effet, donc la disparité dans la positivité, donc les femmes handicapées sont plus vulnérables, vous l'avez dit, à 9,8%. Donc, si j'ai bien compris, peut-être que cela peut être relié peut-être à la violence sexuelle qui est supérieure chez ces populations-là. Exactement. Ça pouvait également être relié à plusieurs facteurs, y compris donc la violence sexuelle. Ok. Je peux partager le tableau qui présente ces données-là. Mais non, mais enfin, c'est ça la réponse à la question. Oui, on l'a vu ce tableau. Il est bien passé, vous inquiétez pas. Et justement, pour conclure un peu ces questions, une fois que vous avez fait ce constat, qu'est-ce que vous allez faire pour aller vers ces personnes finalement qui ne viennent pas forcément dans les lieux de dépistage? Est-ce qu'il y a un programme envisagé pour élargir le dépistage des populations vulnérables handicapées?
En tant que chercheur, l'objectif est surtout de mettre en évidence ces inégalités. Okay. L'objectif, c'est surtout de montrer que, à partir du constat qui avait été fait que ces personnes sont souvent oubliées dans des programmes d'envergure sur la prévention ou la prise en charge du VIH, et bien que il faudrait bien que ces personnes puissent être intégrées si l'on voudrait véritablement s'acheminer vers l'objectif défini par l'ONU-SIDA, à savoir mettre fin au VIH en tant que point de santé publique, en rappelant qu'il s'agit quand même de 10 à 15% de la population. Donc, une minorité qui ne peut pas du tout être négligée. Ok, merci beaucoup, Dr Toukou. Alors, il y a un téléphone qui sonne, je ne sais pas où, mais voilà, c'est bon. Peut-être que vous pouvez couper votre micro, Monsieur Toukou, si ça ne vous ennuie pas. Et Anne, Pearl Anne, thank you very much for this great talk. It was an amazing one, and congratulations for your publication in Lancet Global Health. I have some question about your presentation, and it's about mine. You told us that the richest women are supposed to be tested far more than the poorest ones, and that's a big issue, I think. Maybe with paradoxical results. Am I right or wrong? I mean, the richest are less infected, and the poorest more. Can you explain this point, please? Okay. Yes, thank you so much, Dr. Kazanov, for that kind words and for that question. So if I understood correctly, you're asking about the inverse relationship between HIV prevalence and testing. Yeah, I think so. I want you to explain more about this. Yes, thank you. So actually, we found interesting results, because if you saw from my presentation, Western and Central Africa had higher proportion of inequality, and Western and Central African countries actually have lower HIV prevalence. And our hypothesis is, since they have low HIV prevalence, they also have less or more targeted HIV programs. So most of the HIV programs are just targeting key populations. And this is opposite of Eastern and Southern Africa, which has higher HIV prevalence. So the hypothesis is the programs in these countries are more systematic. That's why richest women in these countries have more access to testing. And this is the theory we have, actually. I'm not sure if that answered your question. I think you have your phone, but that's okay. It was the second part of my question. Yes, the first part was, the richest women are more tested, the poorest one less tested, and is there a gap between the results, between positivity and negativity of the test? Because yes, sorry. Yes, so the richest are most tested and often negative, at the difference of the poorest women, maybe. Yeah, so actually we are currently doing that. We extended the study to other indicators with a master's student, with my supervisor. So one of the indicators we're looking at now is HIV seronegativity, among others. Okay. And we saw there's nothing really significant. We're thinking perhaps because we used HIV seronegativity instead of seropositivity. Okay. And we chose seronegativity just to have a coherence among the indicators.
because all of them are kind of like favorable indicators. So we have uptake of HIV testing, HIV seronegativity, having HIV knowledge, positive attitudes toward HIV positive people. So, okay. Yeah. Okay, it's very, very, very interesting. So we can read your paper to have more information, and maybe we can email you if we have some more questions, because I'm sorry, because time is up and I have to conclude this very nice session. Thank you again. Merci encore, pardon, oui, si c'est un congrès francophone, donc merci encore, Docteur Toucault, c'était super. La technique a super bien marché entre nos deux continents. On a eu de la... merci encore, Pearl, tout court, parce que le français était quand même très bien. Et donc, je vous souhaite à tous une bonne fin de session et une bonne soirée. Et à très bientôt, j'espère. Oui, merci aussi. Merci. Merci.